Enregistré. Et donc, bienvenue. Et nous allons donc commencer ce webinaire avec l'intervention de Madame Servière qui va vous parler des échanges entre les cours d'eau et les aquifères et présenter les méthodes d'investigation sur les échanges nappe-rivière. Ensuite, Madame Autrive essaiera de placer un peu de concret là-dedans en présentant les scénarios des relations nappe-rivière, les relations entre haute surface, eau souterraine, les impacts sur la qualité et la quantité, et un retour d'expérience sur le Loiret. Et enfin, sur le cours d'eau du Loiret. Et enfin, Madame Falk parlera des liens nappe-rivière et la construction de leur modèle via les volumes prélevables, en parlant des volumes prélevables, des échelles de gestion, etc. Et je donne tout de suite la parole à Madame Servière. Bon, merci, bonjour à tous. Alors, on va parler aujourd'hui des échanges nappe-rivière. Les eaux souterraines et les eaux de surface sont deux états de la ressource en eau. Alors, les échanges entre ces deux états de la ressource se caractérisent en termes de quantité et de qualité. Alors, en termes de quantité, les exutoires naturels des eaux souterraines sont les cours d'eau, les sources, voilà, parfois les zones humides, etc. Et il faut savoir que en été, notamment, les eaux souterraines constituent jusqu'à 80 à 100% du débit des cours d'eau. Et en termes de qualité, donc il y a une relation étroite également entre la qualité des eaux d'un cours d'eau et la qualité des eaux souterraines, puisque une pollution d'un cours d'eau sur une longue durée peut avoir une incidence directe sur la qualité des eaux souterraines. Alors, les échanges nappe-rivière vont dépendre de plusieurs choses. Premièrement, du niveau de ces eaux. Les échanges, en fait, on peut le voir sur ces deux schémas, vont se faire dans les deux sens, c'est-à-dire de la rivière vers la nappe ou de la nappe vers la rivière, donc ici de la rivière vers la nappe ou de la nappe vers la rivière, en fonction de plusieurs conditions qu'on va voir après, euh, mais dans un premier temps en fonction de la hauteur de la nappe et de la hauteur dans le cours d'eau. Et également en fonction de la période de l'année. En hiver, on aura plus d'eau dans le cours d'eau et possiblement une alimentation de la nappe, et en été, moins d'eau et donc une alimentation par la nappe du cours d'eau, puisque la nappe sera à des niveaux plus élevés. Alors, les échanges nappe-rivière dépendent aussi, bien évidemment, de la zone d'interface entre les eaux de surface et les eaux souterraines, qui s'appelle la zone hyporéique. Alors, cette zone a un fonctionnement qui est très dynamique, donc on le voit ici, là c'est l'eau du cours d'eau, là on a la zone hyporéique et là on a le substratum, donc c'est-à-dire l'aquifère ou pas d'ailleurs, le cours d'eau peut reposer sur une formation d'un aquifère où il n'y a pas de nappe. Alors, cette zone hyporéique, elle est constituée de dépôts de sédiments qui sont charriés par le cours d'eau, en particulier lors des phases de décroissance des crues. C'est une zone avec une activité biologique intense et une zone de dégradation des végétaux. Et en fait, à travers la zone hyporéique, l'eau du cours d'eau transite tout au long du cours d'eau et il y a une filtration des eaux de surface qui se fait le long de cette zone, indépendamment des eaux souterraines. Et enfin, les échanges nappe-rivière vont dépendre de facteurs géologiques et morphologiques. Alors, notamment, si le cours d'eau repose sur des alluvions, en fonction de la nature des alluvions, si elles sont plus ou moins argileuses, la relation sera plus faible que si les alluvions sont constituées de gravier et de sable, où là, l'eau circulera beaucoup plus facilement. À savoir également que dans ces conditions, les échanges entre ces deux zones se font plus rapidement, parfois qu'au sein de l'aquifère lui-même, où l'écoulement est beaucoup plus lent. Alors, on va retenir trois principales configurations de relations hydrodynamiques entre la nappe et la rivière. Et ces trois configurations peuvent se rencontrer sur un cours d'eau, donc à trois endroits différents ou à des saisons différentes, en haute eau ou en basse eau. Donc la première, c'est celle-ci, où le niveau de la nappe, alors
ici, on a le cours d'eau. Euh, avec les petits points, donc ce sont les alluvions qui sont représentées. Donc, on parle de nappe alluviale ou de nappe d'accompagnement ici. Et en dessous, on a les calcaires. Par exemple, les calcaires du Jurassique dont parlera Cécile Falk tout à l'heure. Et donc, on a le niveau de la nappe ici qui est au-dessus du niveau de la rivière. Et donc, c'est la rivière qui draine la nappe. C'est la nappe qui alimente la rivière. Le deuxième cas, ici, on a le niveau de la nappe qui est inférieur à la ligne d'eau de la rivière. Et dans ce cas-là, c'est la rivière, enfin, il y aura des pertes, enfin, il y aura une infiltration de l'eau, préférentiellement de la rivière vers la nappe. Et enfin, le dernier cas, on imagine ici que les alluvions sont peu perméables et on n'a pas d'échange. Voilà, on peut avoir aussi des berges colmatées. Et là, c'est le cas où on n'a pas d'échange entre le cours d'eau et la rivière. Il y a aussi, évidemment, on peut imaginer les cas d'aménagement avec des cours d'eau bétonnés, etc., où on n'a aucun échange. Et donc, voilà, c'est le troisième cas qu'on peut considérer. Alors, pour essayer de comprendre les échanges nappe-rivière, on a plusieurs méthodes. Là, je vais en citer quelques-unes, hein. La liste n'est pas exhaustive, mais ça permet d'avoir une première approche. Donc, on a tout d'abord l'approche hydraulique. En fait, c'est le fait d'estimer, soit par mesure directe, soit par le calcul, la position de la nappe par rapport à celle du cours d'eau. Donc, à travers des cartes piézométriques, des profils du cours d'eau, de travers ou en long, des jaugeages différentiels, des traçages, des pompages d'essai. On a également une approche qui est complémentaire, qui est l'approche géochimique. Donc là, ça peut être d'une part l'analyse physico-chimique des eaux souterraines et des eaux de surface. Donc on prélève de l'eau dans les eaux souterraines et les eaux de surface et on analyse ces eaux pour comprendre d'où vient l'eau souterraine, quel est le fonctionnement du système, comment se font les échanges. On peut également mesurer la concentration en éléments chimiques particuliers dans les eaux souterraines. Et ces éléments sont fonction de la géologie de l'aquifère et donc des interactions entre l'eau et la roche et du temps de résidence de l'eau dans la roche, etc. Et on peut également faire des analyses isotopiques et des analyses de gaz dissous. Et enfin, bien sûr, on a l'approche écologique, notamment la présence de certaines espèces de la faune dans la zone hyporéique peut révéler des zones d'émergence des nappes souterraines dans le lit des cours d'eau. Alors là, je ne vais approfondir que les méthodes de l'approche hydraulique. Donc, on a par exemple les mesures piézométriques. Donc, c'est la carte qu'on voit ici à gauche. C'est une carte piézométrique avec le cours d'eau qui s'écoule. Donc, en quoi consiste une carte piézométrique? C'est une mesure, enfin, c'est la mesure ponctuelle du niveau de la nappe dans des forages, dans plusieurs forages qui captent la même nappe. Et ça nous permet d'avoir le sens d'écoulement des eaux souterraines. Et donc, ici, par exemple, en fait, le sens d'écoulement est perpendiculaire aux isolines qu'on voit ici. Et là, on voit que c'est la rivière qui draine la nappe dans ce cas-là. On peut également réaliser des profils perpendiculaires à la berge pour identifier le sens d'écoulement et l'éventuel colmatage de la berge par simple analyse des gradients. En fait, plus les lignes, en fonction de l'espacement de ces isolignes. Alors, selon le nombre de points disponibles et l'échelle de l'étude, on peut mettre en évidence le rôle de drain ou d'alimentation ou de déconnexion du cours d'eau par rapport à la nappe. Voilà, et on peut réaliser plusieurs campagnes en haute ou basse eau parce qu'on aura des résultats différents. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un historique de mesure, donc on appelle ça une chronique, pour voir des périodes d'inversion du sens du courant. Voilà, dans les relations, soit c'est, comme on disait tout à l'heure, quand il y a des inondations ou quand ce sont des périodes d'étiage, etc. Alors, on peut également réaliser donc des profils en long et
du cours d'eau et également au travers. Ici, on en a une illustration pour identifier donc les zones où le cours d'eau est perché, où le cours d'eau est drainant. Euh, ces données doivent être comparées avec des cartes piézométriques dans l'idéal, en complément. Et puis, c'est particulièrement utile pour repérer les zones de perte en milieu karstique, donc les infiltrations directes et rapides vers la nappe. Alors, une autre méthode, c'est celle des jaugeages différentiels. Donc, vous avez les illustrations à droite. C'est le fait de réaliser plusieurs mesures du débit du cours d'eau sur un tronçon en amont et en aval de la zone qu'on souhaite étudier. Donc, c'est une méthode qui est utilisée notamment en zone karstique pour mettre en évidence des pertes partielles de cours d'eau. Et c'est ainsi que les pertes de la Loire ont été identifiées à la fin du 19e siècle. Alors, en milieu poreux, donc, on peut également utiliser cette méthode pour estimer l'impact d'un captage sur un cours d'eau lorsque la quantité d'eau soutirée par le captage est suffisamment importante pour pouvoir mesurer une différence. Voilà. Et ce, à différentes époques de l'année pour avoir une compréhension plus fine. On a également les traçages, donc c'est le fait d'injecter un traceur. Ici, on le voit sur l'image en vert, il en existe plusieurs. Par exemple, alors ça dépend ce qu'on veut suivre, mais on peut injecter un traceur dans la rivière pendant une période où le forage est en régime pseudo-permanent, en tout cas il est actif, et, euh, et d'étudier si le traceur se retrouve dans l'eau qui est captée par le forage. Donc ça permet d'avoir des informations sur les relations entre la nappe et la rivière au droit de cette zone-là. Alors, on va parler d'un exemple de l'exemple des pompages en nappe à proximité des cours d'eau et donc de l'influence que peuvent avoir des aménagements anthropiques sur les relations nappe-rivière. Donc c'est un exemple, mais il y en a bien sûr d'autres. Hein. Voilà, on peut citer les barrages, etc. Il y a énormément d'aménagements anthropiques qui modifient les relations, mais là, c'est l'exemple du pompage. Alors, il y a trois illustrations. Donc là, c'est une coupe en profil. Et là, c'est un dessin vu de haut. Alors ici, on a le cours d'eau. Et en bleu, ici, on a la nappe dans l'aquifère qui est représentée là. Et ici, donc, vu de haut, on a le cours d'eau ici et les lignes de courant, c'est-à-dire la direction de l'écoulement de la nappe vers la rivière. Là, on est dans le cas d'un cours d'eau qui draine la nappe. Donc, vous avez l'écoulement de la nappe qui se dirige vers le cours d'eau. Donc, ça, c'est avant implantation d'un forage. On a cette configuration. On imagine qu'on fore un puits, alors, et qu'on prélève de l'eau de la nappe. Donc, le puits est situé à proximité du cours d'eau. Ça peut être 50 mètres, 100 mètres, 1 kilomètre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, à court ou moyen terme, une partie des lignes de courant est déviée vers le pompage. C'est-à-dire que ici, toutes les lignes étaient en direction du cours d'eau. Et là, il n'y a plus qu'une partie de ces lignes-là. Il n'y a qu'une partie de l'eau de la nappe qui va atteindre la rivière dans cette zone-là. Et ce qu'on a ici, c'est-à-dire la partie de la nappe qui alimente le forage, c'est ce qu'on va appeler le manque à gagner pour le cours d'eau. C'est de l'eau de la nappe qui aurait dû aller à la rivière, mais finalement qui va être prélevée. Donc ça, c'est une première notion. Et en fait, sur le long terme, une partie, donc on va toujours avoir ce manque à gagner, c'est-à-dire les écoulements de la nappe vers le forage, qui n'arriveront plus à la rivière, mais on va avoir un autre phénomène qui va s'ajouter à cela, c'est une partie des lignes de courant du cours d'eau qui sont déviées vers le pompage. Et donc, on a deux phénomènes. On a le manque à gagner pour le cours d'eau et une réalimentation de l'aquifère par la rivière. Alors, pour poursuivre sur pour poursuivre sur ce phénomène,
on a deux graphiques. Ici, on a le temps de pompage en abscisse. Il n'y a pas d'unité, mais c'est normal, ça peut être un jour, une heure, des heures, etc. Ça dépend du territoire. Et on a le pourcentage du débit pompé. En pointillé, on a la part d'eau pompée qui provient de la nappe. Et en très plein, l'eau qui provient du cours d'eau. Et en fait, en théorie, ce qui se produit, mais ça dépend vraiment du contexte hydrogéologique, euh, voilà, et géographique, etc., c'est que en tout début de pompage, 100% de l'eau qu'on prélève dans le forage vient de l'aquifère. Et en fait, plus le temps de pompage est long, plus cette part diminue. Oh, pardon. Et ce qui va augmenter, c'est la part de l'eau qui provient du cours d'eau. Et en fait, en théorie, pour un temps infini, l'eau du forage qui sera prélevée correspondra à plus de 90% de l'eau de la rivière. Autre graphique, c'est celui-ci. Donc là, on a la distance du forage par rapport au cours d'eau en mètres. Donc là, on est à 1 km, 2 km, etc. Ça, c'est pareil, ça dépend du contexte hydrodynamique et notamment des paramètres hydrodynamiques, c'est-à-dire la transmissivité et le coefficient d'emmagasinement de l'aquifère. Et donc ici, on a la part d'eau qui est soutirée au cours d'eau ou qui aurait dû aller au cours d'eau. Et en fait, bon, c'est logique, hein. Enfin, plus on est proche du cours d'eau et plus la part d'eau qui vient du cours d'eau est importante. Et plus on s'en éloigne et moins la part d'eau du cours d'eau qui arrive au forage est importante. Alors, dans le cadre d'un projet avec donc BRGM, avec l'Adréal, euh, on a tenté de cartographier le pourcentage de débit pompé par le forage qui provient du cours d'eau, en fonction de la distance du cours d'eau et du temps de pompage. Donc pour cela, on a mis en place une méthodologie sur 3 tronçons qui ont été choisis et donc proposés par l'Adréal et les DDT de Centre-Val de Loire. Et on a calculé l'impact du prélèvement en nappe par rapport au débit du cours d'eau sur une durée de pompage donnée. Et avec ça, on a essayé de cartographier des zones d'impact. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, avant de faire ça, on a développé des solutions analytiques. Vous pouvez les retrouver dans ce rapport-là. Et c'est des solutions qui permettent d'estimer en pourcentage le débit d'eau de la nappe ou de la rivière qui va directement au forage et qui aurait dû aller à la rivière en fonction de la distance d'éloignement du forage au cours d'eau. Alors, donc il y avait 3 tronçons. Là, je prends l'exemple de la zone entre Villedieu-sur-Indre et Châteauroux. Donc, on est dans la nappe du Jurassique supérieur. La nappe est libre. L'écoulement est vers le nord-ouest. C'est une nappe qui est drainée par l'Indre. Et sur cette zone, on avait 4 données de transmissivité, enfin 4 forages avec des données de transmissivité et de coefficient d'emmagasinement qui ont permis de comprendre qu'on avait 2 zones distinctes en termes d'hydrogéologie, donc 2 secteurs, amont-aval, et des comportements différents de la nappe en vallée ou en plateau, puisqu'en vallée, on a des systèmes plus fracturés et donc une circulation des eaux plus rapide, plus facile. Donc finalement, on devait imaginer une solution avec 2 compartiments. Bon. Pardon, j'arrive pas. Voilà. Alors là, c'est le résultat pour cette zone. Donc ici, vous avez les différentes hypothèses qui ont été testées, hein, parce que c'est très théorique. Donc on a testé plusieurs hypothèses. Et donc, la distance du forage au cours d'eau, qui est représentée ici,
et la part de l'eau qui devrait aller au cours d'eau ou qui provient du cours d'eau. C'est-à-dire que euh, 90% à 100% de l'eau du forage vient du cours d'eau ou devrait aller au cours d'eau pour un forage qui est situé à moins de 248 mètres pour l'hypothèse 1, à moins de 600 mètres du cours d'eau pour l'hypothèse 2, etc. Et on a donc cet autre intervalle entre 75% et 90% de l'eau du forage vient de l'eau du cours d'eau ou devrait y aller pour des forages situés à moins de 628 mètres, enfin entre 628 et 248, etc. Et ça nous permet en fait donc là, j'ai pris l'illustration pour exemple hein, de l'hypothèse 2 avec deux compartiments. Et donc, on a cette carte avec, on imagine donc vouloir implanter un forage ici à moins de 600 mètres du cours d'eau. C'est la zone rose. Et donc, on, on suppose, selon ces hypothèses, que l'eau captée par le forage qui sera situé ici euh, correspond à hauteur de 90% au moins à de l'eau du cours d'eau ou à de l'eau qui devrait alimenter le cours d'eau. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention et puis je vais passer la parole à Christelle. J'ai Oui, vu moi Jean-Louis Charles. Oui. je voulais savoir la méthode de BRGM 2018 que vous venez de nous exposer, est-ce qu'elle est utilisée par les bureaux d'études? Bonne question. Je ne pense, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors nous, c'est vraiment un projet enfin, on en est au stade de la recherche, hein. Là, c'était très théorique, cette partie que je vous ai présentée, avec des solutions analytiques qu'on applique. Dans la deuxième phase, on va passer à la phase pratique avec des pompages d'essai et des mesures sur le terrain pour vérifier ces hypothèses et puis ces solutions. Après, je ne sais, j'imagine que, alors, oui, enfin, je réponds un peu vite. Oui, elles sont utilisées par les bureaux d'études, puisqu'en fait, les solutions, bon, vous pouvez les consulter dans le rapport, mais on a les formations, les solutions de thèse, etc. En fait, c'est des solutions d'analyse des pompages d'essai, mais qui sont remaniées par les soins de, de, de mes collègues spécialistes pour avoir cette interface et en fait, c'est un outil qu'on veut proposer, un outil de gestion en ayant, voilà, on a les paramètres hydrodynamiques, on sait que le forage est à telle distance et donc on veut savoir cette part en fait, on voit le problème dans l'autre sens. Donc, dans ce sens-là, ce ne sont pas des solutions qui sont encore utilisées, mais à terme, elles pourront l'être, c'est l'objectif. Et merci. Laurie Lezer lève la main, donc je vous donne la parole. Oui, bonjour. Moi, je me demandais si l'étude PRIS là, avait été faite sur tous les cours d'eau. Non. Ah, sur quel cours d'eau on parle en fait? Alors, on a trois tronçons. Donc, on a l'Indrois, en Indre-et-Loire. On a l'Indre, qu'on a vu là. Et le troisième, je crois que c'était l'Ardoux, dans le Loiret. Voilà. Et dans la phase 2, on en aura deux dans le Cher et un autre dans les calcaires de Beauce, probablement. C'est pas encore défini, mais voilà. On avance pas à pas. Parce que En fait, là, je vous présente les résultats, mais c'est un long travail. Ok, merci. Jean-Louis Charlet. Oui, moi je réagis à la dernière diapositive quand vous dites, dans le cas extrême, 90% de l'eau vient de la rivière où devait y aller. Oui, Alors moi, je suis insatisfait parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui vient de la rivière, parce que c'est là où nous, on a un problème. Et vous faites pas la distinction, ce qui est problématique par rapport à la gestion des forages dits de proximité, où là, on ne peut pas les accuser
Enfin, on ne peut pas faire obliger à des déplacements si on mélange les deux approches. Alors là, c'est... Alors, en fait, donc là, ce dont vous parlez, c'est surtout une problématique en période d'étiage. Et en période d'étiage, l'eau dans les cours d'eau, quand il pleut pas du tout, et quand on enlève la part de l'eau qui est rejetée à différents endroits, les stations d'épuration, etc., la grosse part du débit, c'est de l'eau qui vient de la nappe. Donc finalement, si il y a une part d'eau de la nappe qui n'arrive pas au cours d'eau, c'est c'est- enfin, c'est le même, c'est considéré, enfin, je veux pas utiliser de termes trop, disons que c'est censé alimenter le cours d'eau et donc participer à son débit, son écoulement, etc. Donc, ça fait partie de la question. Je sais pas si je suis très claire. Si, c'est très clair, mais ça ne règle pas le problème des forages de proximité. Puisque là, vous n'êtes pas capable de mesurer le prélèvement. Enfin, dans la méthode qui est testée. Après, peut-être que on verra qu'elle est tout à fait satisfaisante. On verra. Alors, Héloïse Gornard lève la main depuis tout à l'heure. Oui, bonjour. Alexis René, alors, je suis pas syndicat de la 6, on fait la visio ensemble, moi je suis plutôt du syndicat de la masse. Bref, merci beaucoup pour la visio, je me permets de vous poser la question suivante. Donc jusqu'à maintenant, on a traité le cas des forages, mais on n'a pas traité le cas des plans d'eau, où il y a des pompages. Je pense notamment tous les plans d'eau qui sont accolés aux rivières, donc qui sont reliés directement aux nappes, ou les irrigants, principalement, il n'y a peut-être pas que, mais moi je pense surtout aux irrigants, du coup prélèvent l'eau non pas dans la rivière, mais dans le plan d'eau qui est accolé du coup à la rivière, et du coup le niveau d'eau baisse, puis remonte comme par magie dans la nuit, après le prélèvement, donc qui est lié tout simplement à la nappe, voire la rivière. Et donc ma question était la suivante, est-ce que ce cas qui est très fréquent a été pris en compte, ou est-ce qu'il y a une étude où il y a une prise en compte, est-ce qu'on peut avoir des informations dessus justement, parce que c'est aussi un très gros impact, et la différence du forage, il faut prendre en compte en plus l'évaporation qui n'est pas présente dans les forages. Voilà, je vous remercie pour la question. Ben, je vous remercie pour la question. C'est une question très intéressante. Alors, pour répondre à votre question, dans la phase 1 de Price, enfin, du projet que j'ai présenté, ça n'a pas été pris en compte parce que dans les 3 sites tests qu'on a, enfin, les sites qu'on a testés, il n'y avait pas cette problématique des étangs. Mais c'est un thème qu'on pourrait spécialement étudier lors de phases ultérieures, notamment lors de la phase 2 qui pourrait commencer dès cette année. Donc, je vais le noter. Et effectivement, si c'est une problématique qui est fréquente, alors si je peux me permettre, si vous avez des idées enfin, des sites précis que vous pourriez nous indiquer, on pourrait essayer de les inclure. Pas de Euh, souci là-dessus, si, j'ai quelques cas, quelques pistes à montrer si besoin. oui, bah, super. Je me le note, hein. Merci. Alors, Cécile Morin, vous leviez la main. Céline Morin, pardon. Oui, en fait, comme le sujet des proximaux a été abordé, et en fait, votre étude, parce que effectivement, vous l'avez bien dit, c'est moins d'eau qui va, enfin, c'est moins d'eau qui va au cours d'eau. Mais finalement, quand la nappe est basse et qu'il y a beaucoup de forages sur un territoire, est-ce que votre étude permettra de dire qu'est-ce qui est le plus pénalisant? Est-ce que c'est l'effet global de l'ensemble des forages ou est-ce que c'est vraiment ces forages proximaux? Parce que, enfin, j'imagine que, enfin, nous, on est au cœur de ce sujet-là sur notre territoire et on n'est pas les seuls. Et finalement, quand on voit les enjeux, enfin, le coût des travaux en termes d'économie, ce que ça peut représenter, le coût-bénéfice doit être vraiment, à mon sens, démontré pour qu'on actionne les bons leviers, en fait.
Est-ce que votre question porte sur quel forage ciblé ou Bah, est-ce que votre étude dit, enfin, est-ce que est-ce qu'elle elle prend, enfin, comme on parle de la distance, est-ce qu'elle elle pourra parce qu'en fait, au plus on est loin de la rivière, au plus on va avoir un effet de masse des forages. Et en fait, finalement, c'est plus l'impact individuel de chaque captage oui. qui va réellement jouer plutôt que l'impact cumulé. Et est-ce que votre étude, après, elle dira, bah, voilà, finalement, l'impact cumulé des forages est finalement plus pénalisant que un qui va peut-être se trouver à 10 mètres et pour qu'on mène en fait les bonnes actions qui sont pas du tout les mêmes en fait. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, enfin, je crois comprendre. Euh, En fait, c'est deux approches différentes. Euh, alors, je vous invite quand même, je vais vous montrer, parce que le rapport hein, est disponible en ligne. Donc, je vais mettre le numéro du rapport dans la conversation, comme ça permet aussi de... Enfin, je le mettrai après, voilà. En fait, là, l'approche n'est pas individualisée. C'est-à-dire que dans l'approche, on n'a même pas considéré euh, les prélèvements de la zone. On n'a pas, par exemple, extrait les données BNPE pour savoir où étaient localisés les forages, etc. Les solutions qui sont utilisées permettent justement de se détacher de ça. C'est vraiment euh, dans le contexte hydrogéologique et non pas dans le contexte actuel de prélèvement, etc. C'est dans un contexte purement hydrogéologique. Si on fore dans cette formation à cette distance-là, on peut estimer, en tout cas on va le vérifier par des mesures de terrain dans la deuxième phase, mais on peut estimer voilà, la répartition de eau souterraine, eau de surface. C'est plus de décision au sens large, mais ça ne va pas permettre de, d'avoir l'effet global des forages existants. C'est une autre approche, ça. Ça, pour répondre à votre question, on va analyser avec des outils. Enfin, on peut le faire, mais ce n'est pas l'objet du projet. Et on analyse les courbes en fait, de pompage d'essai, notamment longue durée, qui nous permettent d'avoir des indications fines par forage et de savoir si le rabattement sur le forage observé, est-ce qu'il correspond en fait au forage lui-même ou ou à un ensemble de pompage autour où il y a 1 million de mètres cubes de pompés et qui fait que le rabattement est de 10 mètres de plus, etc. Quelle part de la nappe de l'eau. Voilà, c'est vraiment deux approches différentes. Et dans le cadre du projet Price, c'est pas celle-ci qui est visée. Je ne sais pas si c'est clair. Si, ça l'était. Alors, il reste 3 questions, 2 en physique et une dans le chat, et ensuite on passera à la présentation de Christelle. Donc, Jacques, tu levais la main. Oui, une question. Vous avez dit que vous aviez 5 tronçons à étudier, 3 sont faits, 2 autres à venir, si j'ai bien Oui. compris. Est-ce qu'à partir de tous ces tronçons, vous pouvez estimer enfin, est-ce que ça peut être extrapolé à l'ensemble des cours d'eau de la Pas du région tout. ou c'est trop différent pour que ça puisse être extrapolé et ça reste que des tronçons? Alors, l'objectif du projet, c'est effectivement à terme de faire une carte régionale. Ce serait l'idéal. Maintenant, enfin, on avance avec précaution. On ne peut pas extrapoler, en fait. D'un contexte à l'autre, c'est vraiment trop différent. Trop différent. Et surtout, on veut valider par des mesures de terrain ces solutions. Et ensuite, ce qui est compliqué, on s'en est rendu compte en cours de projet, c'est que finalement, on voit ce petit bout de tronçon avec les courbes, mais d'un contexte à l'autre, d'une zone amont qui est différente à une autre, comment raccorder, etc.
Donc, on va réfléchir à comment tourner l'outil. Au début, on imaginait une carte régionale mais ce sera probablement pas possible. Voilà. Donc, on réfléchit. C'est vraiment un projet en cours de recherche, hein. Donc, non, ce serait prendre trop de risques, il y aurait trop d'incertitudes à extrapoler. Ce serait pas raisonnable. Alors, quelle est l'utilité de l'aide de l'étude? Eh bien, en fait, l'utilité, c'est que dans un contexte donné, si vous connaissez les paramètres hydrodynamiques, donc s'il y a eu un pompage d'essai, vous pouvez savoir, enfin, oui, vous pourrez savoir, on espère, la part d'eau du forage qui vient du cours d'eau qui devait y aller. Et donc, quel impact, en fait, a ce forage sur le cours d'eau? Et donc, après, bon, les décisions seront faites en fonction. Ça, c'est pas de notre ressort. Merci, pardon. Je vois Vicky qui lève la main encore. Oui, bonjour. J'avais une question, ou alors peut-être que j'ai mal compris. Euh, donc, vous parlez de l'eau qui aurait dû ou aller dans le cours d'eau qui n'y va pas, hein. Mais pour voir vraiment l'impact sur le cours d'eau lui-même, ne faudrait-il pas prendre en compte le débit du cours d'eau lui-même, sa capacité? Parce que en partant du forage, en fait, vous dites 90% ou 75% de l'eau sortie par le forage aurait dû aller dans le cours d'eau, mais ça ne nous renseigne pas du tout sur l'effet sur le cours d'eau lui-même. Parce que là, il me semble que ça doit dépendre aussi d'autres facteurs. Le débit du cours d'eau, l'étiage, la durée de l'étiage, plein de choses. Oui, alors, c'est vrai. Là, c'est plutôt des solutions qu'on applique en période d'étiage, euh, en période voilà, problématique. Et en fait, l'approche, enfin, alors je vous invite à vraiment consulter le rapport, hein, si ça vous intéresse, c'est vraiment expliqué, c'est-à-dire que justement, avec cette approche, on n'a pas la mesure du débit dans le cours d'eau. C'est une notion, on l'aborde pas comme ça. Ça permet de... En fait, c'est trop variable. C'est trop variable. C'est-à-dire que ça dépend du cours d'eau. C'est une solution qui peut faire abstraction de cette donnée. Mais bon, je vous invite vraiment à lire le rapport, hein. Ce sera plus clair. Mais en tout cas, non, en tout cas, dans l'approche qu'on a, on n'aborde pas la notion de débit. On n'a pas de mesure. Alors, dans la deuxième phase, il y aura des mesures, évidemment, sur le cours d'eau, de débit, des jaugeages ou des. Voilà. Mais dans l'approche théorique, les solutions utilisées font qu'il n'y a pas besoin de. Enfin, il n'y a pas besoin. L'approche n'aborde pas les mesures de débit du cours d'eau. Mais voilà, pour mieux comprendre, je vous invite vraiment à lire le rapport. Je l'ai mis dans le fil de la conversation. Et je vois une question dans la conversation. Euh, Peut-on réaliser ce projet sur les nappes karstiques? On a essayé sur une zone karstique dans le Loiret. Et en fait, c'est vraiment c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on avait 4 tronçons au début, dont un pardon, dans les nappes karstiques. Les nappes karstiques, les calcaires de Beauce karstiques. Et en fait, les solutions ne s'appliquaient pas. Il y avait trop d'incertitudes, donc on l'a retiré, mais ça, on le met dans le rapport également. Merci. Il y avait une ultime question slash remarque
de Hélène dans le chat qui était sur l'Indre, il s'agit que d'un seul tronçon pardon, près de Châteauroux, puisque le contexte géologique est variable en fonction du secteur. Absolument. Et maintenant, j'invite Christelle à passer à sa présentation, vu que je crois que nous avons répondu, enfin que Marie a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup Marie, en tout cas pour ta présentation. Et Merci. oui, la diapositive et le replay seront transmis à tous ceux qui sont présents si jamais. Christelle, on ne t'entend pas si jamais. Bonjour à tous. Donc, je suis hydrogéologue au BRGM également, comme Marie, et je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche, le projet Scénario, qui est axé sur la connaissance des échanges nappe-rivière. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de caractériser les échanges nappe-rivière, les relations haute surface ou souterraine, dans un système relativement complexe, puisqu'on est dans le cas d'une rivière, donc le Loiret ici, avec la source du Bouillon. Et cette rivière prend naissance avec la source du Bouillon, qui est à l'origine, pour 80% de son débit, de l'eau de Loire qui s'est infiltrée en souterrain, principalement dans la zone de Jargeau, mais pas uniquement. L'eau circule dans la nappe des calcaires de Beauce pendant environ 3 jours et demi, et ressort au Bouillon, et ainsi que sur de nombreuses sources le long du Loiret. Donc voilà, sur cette diapositive, les tracés en vert sont des résultats de traçage. Et ça vous montre une partie des circulations souterraines et relations haute surface ou souterraines dans ce secteur. Ici, ça vous montre un peu la géologie. Donc, l'eau circule dans la nappe des calcaires de Beauce qui réunit les calcaires de Pithiviers ici, sur la coupe de gauche, et les calcaires d'Étampes, qui sont parfois isolés l'un de l'autre par des horizons imperméables ou moins perméables, les molasses du Gâtinais et les marnes du Blamont. Sur la zone de droite, c'est une coupe hydrogéologique, c'est un modèle en 3 dimensions. Les couches bleues, c'est la plus profonde, représente le calcaire d'Étampes. Au-dessus, le calcaire de Pithiviers, vous voyez dans la partie la plus à l'ouest sont en contact, mais peuvent être séparés sur la partie est et même protégés de la surface dans la partie la plus à l'est. Donc ici, ça vous schématise la circulation entre les deux. Ici, vous avez la Loire, vous voyez une espèce de dépression ici circulaire où on peut observer sur les bords de la Loire au niveau de Jargeau l'eau qui s'infiltre, qui s'engouffre dans cette perte, qui circule en souterrain par l'intermédiaire du réseau karstique. Donc on a des conduits de grande dimension, mais l'eau circule également à l'intérieur de la matrice, dans la porosité, et ressort à la source du Bouillon et de nombreuses autres sources. Donc on a déjà vu cette diapositive. En plus de cet hydrosystème, donc vous avez plusieurs sources d'eau souterraine qui arrivent, mais on est également dans un système où vous avez plusieurs affluents d'eau de surface, ici le Dry, le Gradéville, le Gradémonté, le Poignon. Ici, la Pie, qui est un cours d'eau dont l'origine est une source d'eau souterraine. Voilà, donc on est dans un système relativement complexe. En plus, le Loiret, de par son historique, est aménagé en différents bassins, donc vous les voyez ici schématisés, qui sont gérés par des vannes. Donc on est dans un système très anthropisé, avec une forte urbanisation autour. Et dans ce contexte, les objectifs du projet Scénario étaient d'abord de localiser les échanges, donc ce sera le premier objectif que je vous présenterai. Ensuite, caractériser les propriétés hydrodynamiques des échanges nappe-rivière dans la partie alluviale, qui est assez peu connue à ce jour, bien que le système du Loiret soit caractérisé et connu depuis longtemps. Voir la variabilité spatio-temporelle de la chimie des eaux et notamment identifier des zones d'échange avec ces caractéristiques.
Et le dernier volet, c'est la diffusion des données, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de base de données ou d'informations sur cette thématique, en tout cas de manière généralisée. On la trouve en ponctuel dans la bibliographie. Donc, le premier objectif, localiser les zones de perte. L'idée, c'était de faire une acquisition de données topobathymétriques, en gros, cartographier le fond du cours d'eau pour voir si on trouve des dépressions, des trous, qui pourraient correspondre à des zones de perte ou de source. Donc, ça a été fait dans deux secteurs, ici Jargeau, la Loire, et ici le Loiret, le bassin des Tacreniers. Donc ici, sur la Loire, on a récupéré, l'Université de Tours nous a partagé des données LIDAR de topobathymétrie que vous voyez ici et une orthophoto que vous voyez ici. Et les travaux d'interprétation de ces données, d'abord identifier les dépressions, ensuite interpréter ces dépressions en fonction de quel type de dépression il s'agit, puisque toute dépression ne correspond pas forcément à une doline ou à une zone de perte. Donc ici, sur cette photo, on distingue les chenaux, les interbancs, le fond du chenal, et ce qui nous intéresse, nous, c'est les dolines. Donc ça, c'était pour tester la méthode dans un secteur relativement connu. Et ensuite, sur à peu près 10 km, les travaux d'interprétation ont permis d'identifier les différents types de dépressions. Les dépressions de type hydrodynamique, donc quand le courant a creusé un trou dans le fond du cours d'eau, et les dolines, celles que nous cherchons, qui pourraient être des points préférentiels d'échange nappe-rivière. Les dolines sont ici localisées en amont de Jargeau et également ici, au sud en aval de Darvaux. Sur 642 dépressions identifiées, il y en a 44 qui ont été identifiées comme des dolines possibles. L'idée ensuite a été de faire le même travail sur le Loiret. La difficulté avec le Loiret, c'est la végétation aquatique et la forêt riparienne qui ne permettent pas d'utiliser la méthodologie de survol avec acquisition de données LIDAR. Donc, l'acquisition de données bathymétriques, c'est fait par sondeur multifaisceau posé sur un catamaran, ici que vous voyez sur la photo, et radio-télécommandé. L'acquisition s'est faite sur le bassin des Tacreniers, ici, et ici, vous voyez l'autoroute pour vous localiser. Ça a permis de localiser précisément, de cartographier précisément la végétation subaquatique. Donc, vous voyez sur cette photo, ici, vous avez, la photo est tournée par rapport au schéma précédent. Ici, vous avez l'autoroute, et sur cette photo, l'autoroute, elle est sur le haut du dessin. Ici, vous avez le résultat de l'acquisition des données pour arriver à un MNT bathymétrique du fond du Loiret, de la moitié du bassin tétacronier. L'autoroute est ici pour vous repérer. Et en rouge, c'est les sources connues avant cette acquisition de données. Et sur la diapositive suivante, il y a eu deux méthodes d'interprétation des dépressions qui a été faite, avec Mintree qui est relativement nouveau, et par... je perds le fil. Bon, par une autre méthode qui est relativement utilisée. Les dépressions coïncident, le nombre de dépressions varie en fonction des deux, mais ça montre clairement qu'on identifie plus de dépressions que de sources déjà connues. L'objectif, l'étape suivante qui pourrait être menée, c'est d'aller vérifier l'activité de ces sources qui n'a pas été faite par ce type d'investigation. Donc, et le point important qui a été mis en évidence aussi, c'est que la localisation des dépressions, vous voyez ici, correspond à la localisation de la végétation. Donc, la question qui s'est posée, est-ce que le lien est fortuit? Est-ce que la localisation des dépressions correspond à des sources qui apportent des eaux souterraines et qui apportent des nutriments qui pourraient être à l'origine de la végétation? Est-ce qu'il y a un rôle du substrat? Donc, c'est des questions qui se posent par rapport à ces points mis en évidence. Pour aller plus loin, il faudrait combiner des méthodes pour vérifier
l'activité de ces dépressions, s'il s'agit de sources ou de pertes et dans quel sens elles interagissent. Le deuxième objectif était une caractérisation hydrodynamique des échanges de la nappe alluviale. Donc, on est sur le Loiret, également au niveau du bassin des Tacreniers, et l'idée, c'est de connaître les propriétés hydrodynamiques de la nappe alluviale. Les méthodes déployées ont été le pompage d'essai de longue durée avec un essai de traçage. Ici, vous voyez le Loiret en bas de l'image. Ici, l'autoroute, et toute cette zone-là correspond au bassin des Tacreniers. Et sur la droite de l'autoroute, c'est la partie cartographiée qui vient de vous être présentée. Donc, pour le pompage, l'idée, c'est que lorsque l'on pompe dans un forage, le niveau baisse. Et le cône de dépression va dépendre des propriétés de l'aquifère. Ici, le nord est en bas. La photo est inversée par rapport à précédemment. On retrouve ici l'autoroute et il y a ici le puits Ligère, le puits de Conac. Les noms correspondent aux propriétaires. Le puits Ligère, c'est le puits de pompage. Le puits de Conac, le puits d'observation. Et on a suivi les différents niveaux au cours de l'acquisition de données. Vous voyez ici les résultats et en bleu, l'évolution du niveau d'eau au cours du temps dans le pompage. On peut voir des points intéressants, donc les niveaux bleus là, dans les encadrés où il y a le numéro 3, en fait, il y a des pompages à proximité, on ne sait pas où ils sont, mais qui se voient sur notre suivi. Donc, ce suivi a permis d'ajuster un modèle théorique et d'évaluer les propriétés de l'aquifère. Une transmittivité de 1,610-3 et un coefficient d'emmagasinement de 23%, qui est relativement faible par rapport à une nappe alluviale libre. On s'attendait à des valeurs un peu plus élevées. Ensuite, il y a eu un essai de traçage où l'idée, c'est d'injecter un traceur dans un point, de pomper et de voir la propagation du traceur qui renseigne sur les propriétés de l'aquifère. Donc ici, vous avez la courbe de restitution du traceur. T-min, c'est le temps d'arrivée du traceur. Ensuite, l'augmentation de la concentration au fur et à mesure jusqu'à un maximum, puis la décroissance. On a été obligé d'interrompre le suivi avant la fin de la décroissance, mais on a pu quand même ajuster un modèle théorique qui permet de rendre compte de la porosité et de la dispersivité du milieu. On a également sur ce site fait un suivi de 2 cycles hydrologiques du niveau des eaux de surface et des eaux souterraines en continu. Ici, c'est les 2 puits, le puits Ligère et le puits de Conac, suivis entre avril 2021 et août 2022. On voit que les deux sont synchrones. Là où c'est intéressant, c'est le suivi du Loiret, ici en violet. Et ce qu'on a remarqué, c'est que sur ce suivi, c'est le niveau du Loiret qui impulse la modification l'évolution du niveau d'eau. Il y a un déphasage entre cet événement et le suivant, entre les différents événements, on remarque un déphasage qui peut aller jusqu'à 48 heures entre le niveau max observé dans le Loiret et le niveau max observé dans la nappe. Et voilà pour ces observations. Donc, ces approches ont permis de déterminer les propriétés de l'aquifère de la nappe alluviale, ont permis d'acquérir des données sur les propriétés hydrodispersives et la vélocité des écoulements en pompage. Et le suivi haute surface, eaux souterraines, permet d'établir une relation entre les deux et comment interagissent les deux. Le troisième objectif a été de caractériser la variabilité de la chimie des eaux. Donc, il y a eu des suivis ponctuels, donc des points précis prélevés aux différentes campagnes. Il y a eu l'acquisition de données de suivi tout le long du Loiret et de l'acquisition de données haute fréquence. Donc, ici, une diapositive pour vous présenter les campagnes d'échantillonnage en continu, avec les paramètres ici, profondeur, température, conductivité électrique, etc., qui ont été acquis tout le long du Loiret, donc de la source jusqu'au pont Saint-Nicolas.
Les campagnes d'échantillonnage ponctuelles qui ont été réalisées sur le Loiret, mais pas uniquement, également la Loire et les différents forages dans la nappe des calcaires et à la confluence. Et une acquisition de données d'isotopes d'oxygène, de l'oxygène de suivi haute fréquence installé à la source du bouillon pour voir l'évolution au cours du temps. Donc, la question qu'on s'est posée et qu'on a cherché à creuser, c'est peut-on utiliser la composition géochimique pour mettre en évidence la présence de sources? Et ici, vous le voyez sur le suivi de différents paramètres, conductivité, pH, oxygène dissous, qu'il y a une modification au niveau des sources connues de la chimie des eaux. Donc, on voit que la présence d'une source modifie la chimie des eaux du cours d'eau. Donc, c'est possible. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous les paramètres ne montrent pas la même chose et un seul paramètre ne suffit pas à montrer l'évolution de la chimie des eaux et à confirmer l'arrivée d'une source. Il faut coupler les différents paramètres physico-chimiques pour arriver à caractériser l'arrivée de ces sources. Sur le suivi isotopique haute fréquence, ici, vous avez l'évolution du delta O18, donc du rapport isotopique. Vous l'imaginez comme un marqueur. Donc de la Loire, ici, les ronds verts. Et les points orange avec des grandes barres, c'est la source du bouillon suivi à haute fréquence. Et ici, le niveau du Loiret, de la Loire, pardon. Donc, ici, au départ, vous voyez que le rapport isotopique de la Loire et du Loiret sont proches. Et si on rentre dans le détail, on voit que le rapport isotopique du Loiret correspond à celui de la Loire avec 3 jours et demi de décalage. Ensuite, ici, quand le niveau de la Loire diminue, on a une modification du rapport isotopique et on voit ici que le rapport isotopique du Loiret devient plus faible que celui enregistré sur la Loire, même avec 3 jours et demi d'écart, on n'a pas les mêmes valeurs. Et en fait, ce rapport isotopique-là, il intègre des eaux de précipitation et des eaux de la matrice. Ça veut dire qu'en gros, quand le niveau de la Loire est élevé, vous avez les pertes de Loire, l'eau qui circule et qui ressort à la source du Loiret. Et là, on est au maximum de contribution de la Loire à la source du Loiret. Mais quand le niveau de la Loire diminue, la charge dans les conduits karstiques diminue et vous avez une contribution des eaux de la matrice au conduit. Vous avez également une contribution des eaux des précipitations qui peut circuler et rejoindre les conduits et qui arrive au Loiret. Donc, la proportion d'eau de Loire varie au cours du temps et vous avez une contribution là qui se voit des eaux de la matrice ou des eaux des précipitations. Le quatrième objectif de ce travail, c'était de valoriser et diffuser les données. Au moment où on débute le projet, il n'existe aucune base de données qui renseigne sur les relations haute surface ou souterraines, sur les échanges nappes-rivières. Donc, l'idée, c'est de valoriser ça. Il y a des travaux sur les bases de données, il y a des référentiels, il y a des dictionnaires, mais il n'y a encore aucune base en France ou ailleurs qui existe. Donc, l'idée, c'est d'informer sur la direction des échanges et la localisation des échanges. Donc, en fond, c'est la base de données. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée, c'est de s'appuyer sur des référentiels existants. Le référentiel BD-LISA, par exemple, pour les eaux souterraines, référentiel ABD Topage pour les eaux de surface, de pouvoir renseigner plusieurs objets, puisque un échange eau de surface, eau souterraine, ça peut être un point, l'exemple d'une source. Ça peut être une ligne, ça peut être un tronçon de cours d'eau, ça peut être une seule rive, rive droite ou rive gauche, et ça peut être aussi une surface, un plan d'eau, mais également, si on imagine un bilan hydrogéologique, on sait qu'il y a des interactions eau surface, eau souterraine, on sait qu'il y a un volume qui est échangé, mais on ne sait pas exactement où, donc ça peut être une surface. Et on est arrivé à une base de données mise en ligne sur le CIGES. Donc, je vais vous montrer. J'arrive à sortir de la présentation. Voilà.
Euh, alors, là, on est sur le sujet centre où ont été On référencés. ne voit pas pour l'instant. Ah, parce que je dois partager que. Bah alors attendez, je me prépare. J'ajoute. Je pense qu'il faut que je change mon partage. Mon partage. Vous pouvez couper et remettre. Là, ça doit être bon. C'est parfait. Là, on est sur le CIGES Centre. Et ici, vous voyez les différents encarts qui concernent les différentes études. Donc, il y a les données de scénario et il y a également une reprise des données historiques. Et vous pouvez interroger, donc ici, vous avez le Loiret, et les différentes observations qui ont été déjà réalisées sur les échanges haute surface eau souterraine. Donc, ici, il y a une observation qui a été faite sur le Loiret en contexte d'étiage. Le nombre d'observations, c'est celle-là. Ensuite, ici, la quantification des échanges. Donc, quand il y a des valeurs observées, ici, par exemple, vous avez des débits échangés en mètres cubes par seconde et la observée. Une partie du Loiret, ça, c'est toutes les références disponibles qui ont été mises dans cette base qui renseignent sur les relations haute surface ou souterraine. Il y a des informations également sur la Loire. Ici, les observations faites, les quantifications réalisées, donc sur quelle période, dans quelle direction, les entités concernées. Donc ici, on retrouve les entités BD-LISA concernées et les entités haute surface. Et ici, les références. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Maintenant, si vous avez des questions. Alors, Eh ben, il y a eu des données. Donc, tout ce qui est paramètres physico-chimiques, mais je vais reprendre, ce sera plus facile. Je vais repartager mon écran. Je suis perdue. Je suis passée un petit peu vite sur l'inventaire des paramètres. Voilà, donc sur le profil en long avec une acquisition continue, il y a eu profondeur, température, conductivité électrique, pH, oxygène dissous, turbidité, nitrate. Alors, c'est pas chlorophylle, mais chlorophylle A, les chlorures et le potentiel redox. Sur les prélèvements ponctuels avec analyse en laboratoire, donc les paramètres physico-chimiques mesurés sur le terrain, complétés par cations et anions majeurs, carbone organique et inorganique dissous, l'azote total, matière organique à fluorescence et les isotopes stables. alors, il y a trois autres questions. Est-ce que d'autres paramètres pourraient permettre de trouver d'autres sources? Sûrement, mais là, comme ça, il faudrait compléter l'analyse. Après, la difficulté, c'est de trouver. L'objectif, c'était de faire des choses assez simples pour que ce soit reproductible facilement. Parce que si l'analyse est complexe ou coûteuse, bah, la difficulté, c'est qu'il faut savoir où la faire. Mais comme au départ, on cherche, on ne sait pas au départ où la faire. Donc, l'acquisition devait être facile et coûteuse. Et ça, c'est les paramètres qui sont faits classiquement en chimie des eaux et en acquisition courante. Ça se comprend en même temps. Jean-Louis Charles lève la main, donc je vais lui donner la parole. Oui, merci. J'ai trouvé votre présentation très intéressante parce qu'elle montre que on peut travailler sur le fond des cours d'eau. Mais est-ce que c'est déjà utilisé dans d'autres cours d'eau? Je pense notamment à des cours d'eau qui ont été très travaillés
depuis 1970 et dans lesquels on détecte des assecs estivaux fréquents qui sont certainement liés à des pertes parce qu'on a creusé le fond. Est-ce que est-ce que c'est déjà utilisé? Est-ce qu'il y a déjà des résultats qui permettraient de mieux comprendre la sec de certains cours d'eau dans l'est du Loiret, par exemple? Euh, comprendre dans quel sens? Parce que si le cours d'eau est à sec, la méthode, elle est plus... Enfin, on les voit. En fait, la difficulté là, c'est que le fond de la Loire, on le voit pas facilement. Et le fond du Loiret est très occupé par de la végétation. Et la difficulté, c'est que lui était pas très profond. Donc, il n'y avait pas non plus beaucoup de méthodes. La méthode qui a été appliquée là, avec le radar multifaisceau, elle a été déjà appliquée dans des ports, par exemple, où il y a suffisamment de tirants d'eau. Mais la difficulté là, sur le Loiret, c'était l'épaisseur d'eau. Et on a attendu une période où le niveau d'eau était suffisamment haut pour optimiser l'acquisition de données. Mais par contre, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance d'autres études de ce type-là sur ces relations haute surface, eau souterraine. Mais vous y voyez une impossibilité, le niveau d'eau qu'on peut constater dans un cours d'eau en période d'étiage pour mettre en place cette méthode? Bah, là, nous, on était à combien il y avait? Minimum 1 mètre, je crois. En gros, à moins d'1 mètre, enfin, il faudrait regarder les paramètres d'acquisition, mais vous imaginez qu'il y a le bateau et il a un cône comme ça d'investigation. Donc, plus le tirant d'eau, plus la hauteur d'eau est faible et plus le cône va couvrir une plus petite surface. Donc là, comme ça, je ne serais pas capable de vous dire la hauteur minimum, mais clairement, nous, on a attendu une période où le niveau d'eau était suffisamment haut pour optimiser l'acquisition. Donc Merci. sur des assecs, ce n'est pas la bonne approche. Parce qu'après, il faut que le bateau il navigue, Oui. accessoirement. Mais est-ce que c'est du matériel qui peut être porté par des hommes si on veut faire des mesures en période d'assec? Oui, mais la difficulté là, c'est que, enfin, oui, les sondes qui étaient installées sur le bateau n'étaient pas exceptionnelles. C'est de l'acquisition classique. Là, c'est plus l'investigation d'un cours d'eau peu profond, avec beaucoup de végétation. Il faudrait réfléchir à peut-être une autre approche. Mais s'il est à sec, on les voit, les dépressions. Donc, quel serait votre objectif de déployer cette méthode? Parce que nous, ce qu'on cherchait, c'était à connaître la morphologie du fond du cours d'eau. Je crois que même en période d'assec, on ne voit pas clairement la morphologie du cours d'eau. Vous avez un revêtement pierreux, un revêtement vaseux qui ne permet pas de localiser des pertes dans le fond du cours d'eau. D'accord. Merci. Il y a encore deux questions dans le chat. Oui. Alors, la première, c'est pouvez-vous préciser ce qu'est l'eau de la matrice? Merci. Dans un aquifère karstique, vous avez on parle de milieu à double ou triple porosité. En gros, vous avez les conduits, où là c'est assez clair, on voit l'eau qui circule. On peut même investiguer par l'homme, puisque les conduits du Loiret sont explorés par des spéléoplongeurs. Par contre, vous avez toute une partie où l'eau est contenue dans la porosité de l'aquifère, dans les petits vides du calcaire. Et c'est cette eau-là qui est contenue dans la porosité vous imaginez qu'il y a cette eau qui circule dans les gros conduits, et puis il y a l'eau qui est contenue dans la porosité qui circule également, mais on n'est pas sur les mêmes vitesses, on n'est pas sur les mêmes volumes. Et l'interaction entre matrice et le conduit change en fonction des périodes. Quand vous avez, ce que je disais, quand le niveau de la Loire est élevé, le conduit, on est en charge, donc il y a plus de pression dans le conduit par rapport à l'encaissant. Mais quand le niveau diminue, la charge, elle est moins forte et les circulations, il peut y avoir de l'eau de la porosité qui rentre dans le conduit, qui vient se mélanger et qui ressort à la source du bouillon et aux autres sources. Merci, c'était très clair.
Et l'ultime question, avez-vous comparé les résultats trouvés avec les modèles déjà existants sur ce territoire? À quel type de modèle vous faites référence? Parce que là, l'idée, on était vraiment dans une démarche méthodologique, c'est-à-dire de développer des méthodes et surtout de mettre plusieurs méthodes différentes sur un même endroit. Et donc, l'idée, c'était pas vraiment de dimensionner les échanges nappe-rivière, puisque c'était vraiment du développement méthodologique et de combiner les méthodes et arriver à mettre en évidence ces relations qui sont loin d'être simples dans ce contexte. Parce que derrière, il y a des idées de gestion. Le Loiret, les niveaux diminuent, il y a des problèmes de sédimentation, des problèmes de végétation. Et il faut vraiment bien comprendre ces interactions. Il y a une des questions qui m'avait été posée à un moment, c'est est-ce que si on réduit la section du cours d'eau à certains endroits, ça va faire remonter le niveau? Et dans un cours d'eau qui est moins compliqué que celui-là, ça pourrait peut-être marcher. Mais là, vous imaginez qu'il y a des pertes et il y a des endroits qui fonctionnent en perte et en source, alternativement en fonction du niveau. Donc, changer le niveau à un endroit peut changer la direction d'un écoulement à un autre endroit et vraiment modifier. Donc, on n'était pas dans le dimensionnement, mais on était vraiment dans une compréhension fine, locale, des échanges. Et la réponse à quel modèle? C'était le modèle hydrogéologique, vous demandiez. Oui, d'accord. Oui, non, non, ça n'a pas été comparé directement. Puisque là, l'idée, c'était de localiser précisément et essayer de dimensionner, mais on n'est pas arrivé jusqu'à cette étape-là. Eh bien, merci. Je propose à Cécile si elle veut prendre la main pour la dernière présentation. Merci beaucoup en tout cas, Christelle. J'avais pas rallumé mon micro. Euh, oui, effectivement, moi je vais plus évoquer le lien nappe-rivière et la prise en compte de ce lien dans la gestion locale de l'eau. Je suis effectivement animatrice du SAGE Yèvre-Oron pour l'établissement public Loire. Et avant de vous présenter juste rapidement le territoire, je vais refaire un zoom sur la zone hyporhéique évoquée par Marie Servière tout à l'heure. Vous évoquez un peu le territoire du Sage Yèvre-Oron et le contexte local et comment ces échanges nappe-rivière ont été pris en compte dans la gestion actuelle et comment les questions qui nous amènent à augmenter l'amélioration des connaissances sur le territoire sur ces liens nappe-rivière. Donc, Marie l'a présenté tout à l'heure. Effectivement, la zone dans laquelle s'exercent ces échanges nappe-rivière, ça s'appelle la zone hyporéique. Et donc, c'est l'ensemble des sédiments qui sont saturés autour de la rivière, que ce soit à côté, en dessous. Et donc, on a différentes configurations qui varient dans l'espace. Donc, un même cours d'eau peut présenter tout l'ensemble de ces configurations et bien d'autres, hein. C'est juste un extrait. Et avec un grand classique, c'est-à-dire qu'en tête de bassin-versant, on a plutôt des rivières qui n'ont pas forcément de zone hypohydrique très développée, elles sont directement sur substrat imperméable, mais cette configuration peut se retrouver aussi sur des zones aval, donc je dis des généralités là. Et puis en zone aval, c'est ce qu'évoquait aussi Marie Servière, on a des zones hypohydriques plus conséquentes parce qu'il y a eu accumulation des alluvions au fil du temps. Et du coup, on a une zone hyporhéique très bien développée et parfois tellement développée qu'elle forme un aquifère à elle-même et c'est ce qu'on appelle la nappe alluviale. Et puis les variations dans le temps, ça a déjà été évoqué et par Marie et par Christelle, donc je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, selon la saison, la nappe peut alimenter la rivière ou inversement, la rivière peut alimenter la nappe. Donc moi, je vous parle d'un territoire qui est le Sage Yèvre-Oron, donc ça c'est le bassin Loire-Bretagne. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà, très bien. Donc le bassin Loire-Bretagne, ici en vert, c'est le bassin versant du Cher dans son ensemble. Et donc le Sage Yèvre-Oron est ici donc en jaune avec sa commune centre Bourges. On est sur un territoire qui a été défini, enfin un sage qui a été défini dans un contexte de tension quantitative conséquente sur la ressource en eau, puisque
à partir des années 90, les étiages des cours d'eau sont devenus très sévères, voire des assecs. Et ça fait suite notamment sur un constat territorial au développement de l'irrigation agricole à partir des années 70 jusque dans les années 90. C'est l'usage qui a le plus varié et qui était le plus visible en termes de quantité d'eau. Et donc, on est arrivé dans les années 90 à des situations assez compliquées. Et donc, il y a eu même un arrêté ministériel qui classait une bonne partie du bassin du Cher en zone de répartition des eaux, donc en déséquilibre quantitatif. Donc voilà, le SAGE est né vraiment sur ce contexte-là. Et dès 2006, la Commission locale de l'eau a entrepris ce qu'on appelle des études volume prélevable. Et ces études volume prélevable, les conclusions ont été intégrées dans le SAGE. Et au cours de ces études volume prélevable, menées donc en 2006 et confiées à Sogrea, effectivement, le lien nappe-rivière sur le territoire a été très assez étudié et reconnu, même si euh, c'était difficile de le modéliser, par exemple, à l'époque. Donc déjà, sur le territoire, on a une principale nappe qui s'appelle, enfin, des entités aquifères. Donc, il y a un grand groupe, hein, c'est l'Oxfordien. Et du coup, cet Oxfordien, après, est divisé en trois aquifères. Alors, je n'utilise peut-être pas les bons termes, les collègues du Berger me reprendront. Mais voilà, on a trois niveaux dans ces jurassiques. Donc, il y a le Jurassique supérieur, le Jurassique moyen et le Jurassique inférieur. Et c'est principalement le Jurassique supérieur qui est exploité sur le territoire pour l'eau potable, pour l'irrigation, pour l'industrie. Et donc, Sogrea, dès 2006, note qu'effectivement, on n'a pas de nappe alluviale d'importance sur le territoire. Donc, les alluvions, il n'y a pas de zone hypohydrique très, très importante. Et du coup, la nappe souterraine est vraiment imbriquée avec les cours d'eau du territoire. Et il y a un lien nappe-rivière qui est très important. Et dès qu'on a un prélèvement souterrain, en fait, l'eau provient directement de la rivière et cette proportion de débit prélevé directement à la rivière est évaluée entre 60 et 80% à l'époque. Donc, ils avaient essayé d'affiner ces connaissances-là en tentant de modéliser simplement l'aquifère, mais c'était assez peu concluant. Et du coup, cette étude volume prélevable a consisté à une analyse statistique des débits des rivières. Et donc, pour prendre en compte le lien nappe-rivière, à l'époque, les décideurs ont choisi de dire, pour étudier les volumes prélevables sur un territoire, on fait une chose. On reconstitue en fait les débits naturels d'une rivière. Donc, on prend les chroniques de débit de cours d'eau et on se dit, qu'est-ce qui se passerait? Comment serait ce débit s'il n'était pas influencé par des prélèvements? Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le désinfluencement. Et pour désinfluencer, en fait, il faut qu'on soustrait les prélèvements. Donc, quand les prélèvements sont faits dans des eaux souterraines très profondes ou sans lien, eh bien, on dit ça n'a pas d'impact sur mon débit directement. Et sur le territoire du Sage-Yèvre-Oron, à ce moment-là, à 60% des volumes prélevés par forage d'eau souterrain ont été affectés directement au débit de la rivière quand le forage était situé à moins d'1 kilomètre du cours d'eau. C'est quasiment tous les forages en fait, hein, sur le territoire qui sont à moins d'1 kilomètre du cours d'eau. Donc, ce lien nappe-rivière a été pris en compte comme cela. Et après, quand on fait cette étude volume prélevable, ensuite on se fixe des débits objectifs dans la rivière. On dit, bah voilà, c'est le graphique que j'ai mis à droite. On se fixe un objectif. J'atteins 100 litres par seconde, 300 litres par seconde. Et puis après, on se fixe des fréquences de respect de ces débits. Je veux atteindre ce débit-là 8 années sur 10, 10 années sur 10. C'est ça l'analyse statistique. Donc à l'époque aussi, le Sogrea a bien noté que les interactions entre la nappe et les rivières étaient fortes et parfois complexes. L'explication, c'est que effectivement, on l'a vu dans les deux précédentes présentations, quand un forage est en route et le pompage est actif, il y a ce phénomène de cône de rabattement à ce moment-là autour du forage. Mais en plus, comme les Jurassiques, ces calcaires du Jurassique présentent des fissures, alors pas aussi conséquentes que dans l'exemple du Loiret, on n'a pas des conduits qu'on peut visiter quand on est spéléologue, mais il y a plein de fissures, ce sont des toutes petites fissures, et c'est dans ces porosités-là que l'eau est contenue, soit des plus grosses fissures, et ces plus grosses fissures
peuvent entraîner des effets qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas aussi facilement que juste l'effet du cône de rabattement. Donc on le voit un peu sur ce schéma-là, on voit un lot des fissures, là retransite par la rivière, replonge, repasse dans d'autres fissures, et donc l'effet est assez complexe à étudier. Lors de cette gestion volumétrique aussi, enfin ces études de volume prélevable en 2006, l'approche des volumes hivernaux était assez simplifiée. Donc maintenant, X années plus tard, parce que le SAGE a adopté ces volumes prélevables. Alors, les volumes prélevables, c'était sur le territoire, pour vous donner un ordre d'idée, on est à, alors attendez, voilà, 18 millions affectés à l'irrigation, 9 millions pour l'eau potable, 2 millions pour l'industrie, et avec pour l'irrigation, une séparation des volumes prélevables été et hiver. Donc c'est 15,1 millions de volumes prélevables en été. Voilà, ce n'est pas les volumes qui sont effectivement prélevés par les usagers, c'est ce qui est défini dans le SAGE. Et donc, du coup, en 2014, ils ont été adoptés. Et donc, au bout, maintenant, ça fait quand même 10 ans qu'on a cette définition de volume prélevable. Ce qui a été observé sur le territoire, c'est que des économies d'eau ont été effectivement réalisées. Mais par contre, les effets sur le milieu ne sont pas vraiment notables. On a toujours des étiages très sévères, voire des assecs, et des restrictions des usages conséquentes et quasiment chaque année. Donc, les objectifs ne sont pas vraiment atteints. Et donc, une des composantes qui explique cela aussi, c'est le dérèglement, enfin le changement climatique, qui impacte très certainement aussi dans une certaine proportion ces effets. Donc, la commission locale de l'eau qui gère le SAGE souhaitait en fait consolider aussi les volumes prélevables été et puis affiner les volumes hiver pour asseoir sa gestion structurelle de l'eau sur le territoire et puis peut-être avoir un outil pour anticiper la sécheresse. Donc, la commission locale de l'eau a demandé un appui au BRGM pour évaluer les outils à mettre en œuvre. Et le BRGM donc, nous a accompagnés pour réfléchir aux outils possibles sur le territoire. Et donc, on est arrivé à la proposition de construire un modèle hydrogéologique maillé sur la nappe du Jurassique supérieur. Donc, cette grande nappe, là, je vous avais mis les calcaires de l'Oxfordien ici. Et du coup, cette nappe, elle est partagée avec le SAGE Cher-Amont à côté qui a les mêmes problématiques. Donc, on travaille sur les deux SAGES sur cette nappe. Et comme je l'ai indiqué, Saugréal avait déjà noté les relations nappe-rivière sont conséquentes, mais elles sont très complexes. Et c'est pour cela que le BRGM nous a proposé de faire un modèle maillé. Donc d'abord, il a regardé les données disponibles sur le territoire et toutes nos interrogations. Et voilà, on en est arrivé à cette proposition. En préalable, quand même, il y a eu un travail de fait. Je ne sais plus si Marie Servière l'a présenté, mais notamment pour évaluer aussi les relations d'après-rivière, on utilise ce qu'on appelle l'écoulement de base d'un cours d'eau. Donc statistiquement, en fait, on supprime sur une chronique de débit, donc c'est ce qu'on voit à l'écran là, de 1995 à 2022, c'est le débit d'une rivière, donc Lièvre à Savigny-en-Septène, ici, là, voilà. Et on essaye d'enlever statistiquement en fait, les pics sur cette chronique qui sont liés à des pluies. Et tout le reste du débit, il est estimé que ça provient d'écoulements souterrains. Donc ces écoulements de base, c'est fait assez fréquemment dans les analyses des territoires. Et donc, la conclusion, c'est qu'on retrouve les mêmes chiffres évoqués que par Saugré en 2006, c'est que 50 à 90% des débits de ce territoire proviennent de l'alimentation des nappes. Pour construire ce modèle hydrogéologique maillé, le BRGM a besoin de beaucoup de données d'entrée et de calage. Donc les données d'entrée d'un modèle, ça va être la géologie, la pédologie, le climat, enfin décrire le système et après décrire tout ce qui l'influence. Et donc on a des mailles de 250 mètres sur 250 mètres. Et à chaque maille où il y a un cours d'eau, il faut rentrer la forme du cours d'eau et l'épaisseur du cours d'eau et sa perméabilité du lit en fait, de cette zone hyporéique. Et ça, c'est une donnée qu'on n'a pas en fait sur le terrain.
est-ce que le fond du lit d'une rivière est perméable ou pas? On n'a pas de données, on n'a pas de données chiffrées. Du coup, localement, on s'est mobilisé. Donc, quand je dis on, c'est parce que les acteurs de territoire ont participé, contribué, donc les syndicats de rivière, les fédérations de pêche, etc., ont contribué à essayer de mesurer la conductivité de cette zone hyporéique qu'on a représentée par les 25 centimètres, les premiers 25 centimètres de substrat. Donc, c'est par une méthode qui a été développée par Thibaut Datry, donc, dans le cadre d'une thèse à l'époque. Donc, on a appelé ça le protocole Datry. Voilà. Donc, il s'agit en fait dans cette méthode-là d'essayer de voir si on peut mesurer concrètement la valeur de cette perméabilité de la zone hyporéique pour savoir si oui ou non, localement, le cours d'eau a une bonne relation avec sa nappe. Parce que ce qu'on a remarqué sur le territoire et ce qui remontait du terrain, c'était une hétérogénéité des situations. Il y a des endroits où il y a des forages très proches des cours d'eau et quand le forage se met en route, on nous dit tout de suite l'eau, on voit l'eau dans la rivière baisser, et à d'autres endroits, pas. Du coup, il y a une hétérogénéité comme ça ressentie, en tout cas sur le terrain, donc on a essayé de le mesurer. Donc, on a suivi ce protocole qui s'applique plutôt sur des rivières où il n'y a pas trop d'eau, parce que comme on est à pied, c'est pas évident. Et en plus, on utilise le différentiel de niveau d'eau dans un tube qu'on enfonce qui fait pression. Donc, il ne faut pas non plus que le tube soit déjà sous l'eau. Du coup, sur une station, il y a 20 points de mesure. Et à chaque point de mesure, donc on enfonce le tube dans la zone hyporéique et on mesure le temps d'infiltration d'un litre d'eau dans ces 25 premiers centimètres de substrat. Voilà, donc la conclusion pour l'instant à ce stade, parce qu'on a fait les investigations de terrain, on a fait 13 stations parce que ça prend quand même du temps, donc c'est une méthode très rustique, on va dire, et facile à mettre en œuvre, mais par contre, elle prend du temps. Et du coup, on a fait 13 stations. Les 20 points fois les 13 stations sont tous infiltrants, à part un là sur le Cher à Corcoy, où en fait on arrive sur une dalle marneuse, donc c'est un peu on ne peut pas enfoncer le tube en fait. Donc il n'y a que ce point-là qui n'était pas infiltrant, mais pas parce qu'il ne l'était pas parce qu'on n'a pas pu planter le tube. On a bien noté effectivement l'influence de particularités locales. Donc par exemple sur la Vignole, ici à Tizé, on a une zone de marais. Donc sans surprise, effectivement, le lit de la rivière est très peu perméable, donc du coup conserve bien l'eau. Et sur le terrain, on a bien vu l'influence des atteintes anthropiques, donc ça a été évoqué dans les échanges précédemment, hein. Quand on a un cours d'eau envasé, etc., bah forcément, la discussion entre la rivière et la nappe, du coup, cette zone hyporéique, elle est atteinte, et du coup, bah, la discussion nappe-rivière se fait beaucoup moins bien, parce que c'est colmaté, ou on a le cas aussi, ici, une station sur Lièvre, la rivière est plutôt perchée, elle a été déplacée à une époque, et du coup, bah, forcément, la zone hyporéique n'est plus celle qui s'est constituée pendant des siècles. Et du coup, bah, forcément, le lien nappe-rivière s'effectue beaucoup moins bien. Donc, on attend maintenant l'intégration en fait, des valeurs dans le modèle par le BRGM pour qu'il y ait une analyse critique en fait, de ces mesures nappe-rivière. Et du coup, l'objectif, c'est quand même de vraiment prendre en compte ces relations dans les modèles le plus finement possible pour pouvoir définir des volumes prélevables euh, qui, qui prennent en compte ces particularités. Merci beaucoup. Très intéressant à nouveau. Alors, bah, du coup, je vais demander s'il y a des questions pour cette présentation déjà et voire plus globale pour tout le monde. Il semblerait que tout ait été très clair. C'est Moi, surtout que c'était à 15h30 la fin de la visite. oui, je vois que tout le monde a envie d'être très à l'heure. Moi, j'ai une petite question sur l'avant-dernière diapositive, pas celle, merci de votre attention, mais celle juste avant. On voit qu'il y a un diagramme. En fait, j'ai pas très bien compris le diagramme. Qu'est-ce qu'il a mesuré en fait? Je vois, c'est noté perméabilité, mais j'ai par station. Mais c'est-à-dire les échelles, soit en hauteur, soit en Ouais. épaisseur, elles sont dues à quoi?
En fait, vous avez les 20 points de chaque station qui sont représentés. Donc, on fait une Ouais. moyenne pour obtenir la perméabilité de la station. Et du coup, après, les diagrammes mesurent la dispersion de chacun des points. Donc après, vous avez, c'est une question de percentile. Donc voilà, 90% des points sont contenus dans les grandes barres orange. Et après, vous avez les valeurs un peu extrêmes. Voilà. Donc c'était pour montrer que globalement, alors sur à gauche, j'ai plutôt mis les stations Cher-Arnon. Du coup, on a des choses un peu hétérogènes en fonction des secteurs. De toute façon, on le voit, hein. Là, sur l'Arnon, et ici sur le Cher, à Laval, on est sur des conductivités hydrauliques très fortes, donc des zones hyporhéiques qui discutent bien avec la nappe. Et puis ici, un peu moins. Après, on le savait, comme je vous l'avais dit, c'était Mhm. attendu parce que typiquement, cette station-là avait été choisie parce qu'elle était dans une zone de marée. Par contre, après, on a d'autres contraintes. On a des cours d'eau où il y a effectivement beaucoup d'ouvrages. Donc, c'est le cas de la Théol. En fait, les barrages comme ça se succèdent. Et forcément, un barrage ralentit le transport sédimentaire et crée des zones de sédimentation, donc d'envasement. Donc, on n'avait pas d'autre choix. On n'a pas trouvé de station possible en dehors d'une zone influencée comme ça. Il faut savoir aussi qu'on n'est que sur des cours d'eau en dehors du Cher où les propriétés, enfin les rives sont privées. Donc, on a aussi cette problématique d'accès. Voilà, donc on n'a pas pu forcément aller sur des stations optimales. Et du coup, à droite, c'est plutôt Yèvre-Oron ici. Et voilà, on voit que les perméabilités sont globalement toutes situées dans les mêmes tranches de valeur. Euh, alors avec des éléments un peu plus conséquents, une conductivité un peu meilleure sur l'Oron que sur Lièvre, mais en fait on a des atteintes morphologiques, c'est ce que j'expliquais par exemple ici sur le Tercou, où on a un cours d'eau très très recalibré, qui a été très fortement impacté par les recalibrages de l'époque voilà, des années 70-80. Et du coup on a beaucoup d'envasement dans le lit. Et quand on plante le tube dans le lit en eau, forcément, on est dans la vase et donc ça limite les- le lien nappe-rivière. Par contre, c'est vrai quand on plantait le tube, mais de façon statistique, il n'y a pas énormément de points en pied de berge. En pied de berge, on avait des infiltrations très fortes. Donc, on a un cours d'eau qui discute peu avec sa nappe quand il est bas. Et puis après, dès qu'il commence voilà, le niveau d'eau monte, on a une meilleure connexion nappe-rivière. Ok, merci. Du coup, il y a eu des questions qui sont arrivées entre-temps dans le chat. La première, c'est peut-on avoir plus d'informations sur l'intégration de ces résultats du modèle avec les VP du sage? J'ai pas trop compris la question. En fait, l'objectif, c'est de construire un modèle qui nous permettra de redéfinir les volumes prélevables. Donc, du coup, effectivement, le modèle est en cours de construction. Donc, dès que le BRGM aura intégré les valeurs de perméabilité, de conductivité hydraulique du fond de l'huile des rivières, ils vont faire une analyse critique de ces données par rapport à ce qu'ils utilisent habituellement. Et du coup, on saura un peu mieux si c'était intéressant ou pas de faire ces mesures pour pouvoir ensuite dire oui, il faudrait répliquer ou faire plus de stations ou répliquer sur d'autres territoires. Mais pour l'instant, le BRGM n'a pas encore intégré ces valeurs-là parce on est en cours de construction. Merci, c'était ça un peu ma question, la suite, quoi. Comment ça se passe ce lien-là? Donc, c'est à suivre, quoi. Exactement. Ok. Oui, je pense qu'on a tous présenté des choses vraiment où on est dans la réflexion et dans la vie quotidienne, en fait, tous les dossiers, enfin, tous les projets présentés. Là, il y avait une autre question qui était, est-il possible d'avoir le protocole de mesure de la perméabilité? Oui, bien sûr, je pourrais aussi le mettre sur une diapo, je mettrai le lien et comme ça, quand Wendy diffusera le support, le lien sera mis. Et c'est téléchargeable, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, parfait. À moins qu'il y ait d'autres questions, je vais peut-être clore ce webinaire. Bon, bah, il semblerait que ce soit bon. Donc, bah, déjà, je vais vous remercier d'abord d'être intervenu pour vous trois et merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Et un petit rappel pour le prochain webinaire qui aura lieu le 14 mai à 17 h, donc le soir.
et qui sera sur la nappe de Beauce et l'observatoire OZNS pour la zone non saturée. Ce sera animé par par l'animateur du sage nappe de Beauce et par un chercheur du CNRS et du BRGM, enfin qui est au CNRS BRGM à nouveau. Voilà, merci infiniment à toutes et tous et bon week-end. Merci Wendy. Merci, bon week-end, au revoir. Au revoir. Au revoir Wendy, bonsoir à tous.